Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode-Call, aujourd'hui numéro 63. Et pour ce numéro 63, je vous propose d'étudier ce qu'on appelle les n-formes linéaires alternées sur un espace vectoriel. Donc on a l'habitude de les manipuler en pratique, mais en théorie c'est vrai que c'est pas très souvent le cas et je vous propose à travers cet exercice de le faire. On va donner son énoncé. On a un espace vectoriel de dimension D, on note pour tout n supérieur ou égal à 1 à n de E l'espace des n-formes linéaires alternées sur E. On veut déterminer la dimension de cet espace de n-formes linéaires alternées sur E. Ok, alors je vais vous rappeler la définition de n-formes linéaires alternées, tout d'abord, et puis vous allez voir tout de suite un lien avec quelque chose que vous connaissez très bien. Donc définition, j'ai une fonction qui va aller d'un n-uplé d'éléments de l'espace E vers le corps des scalaires ici K. Je tiens à préciser qu'ici il n'y a pas d'hypothèse sur le corps K. Ok, ça pourrait être Q, ça pourrait être R, C, ça peut être un corps fini, a priori, il n'y a pas de problème avec ça, mais je tiens à préciser. Donc j'ai F, une application qui va d'un n-uplé de vecteur vers un élément du corps scalaire. Donc ce truc là c'est une forme et une n-forme linéaire alternée. Linéaire alternée. Si et seulement si, deux choses. D'une, eh bien, ça doit être une forme linéaire en chacune des variables qui sont en jeu. Hein, donc f est linéaire en chaque variable. Donc là, ici, il y a n variables. Donc ça doit être linéaire en chacune des n variables qui sont en jeu, donc en chacun des éléments de nos collections de vecteurs que l'on doit prendre. Et la deuxième chose, très importante, qui va vous faire tilt, à mon avis, c'est que pour toute permutation sigma de Sn, donc une permutation de 1n, quoi, et pour tout uplé donc, de vecteurs, x1 jusqu'à xn, je demande à ce que f de x sigma 1, x sigma n, donc c'est-à-dire si je prends mes vecteurs et que je les mélange suivant une permutation sigma, eh bien ça revient à la même chose que d'évaluer par la fonction f juste l'ensemble de vecteurs de départ, donc le uplé de vecteurs de départ, mais à une permutation, donc à un signe de permutation, c'est la signature, à la signature de la permutation de près. Bon, et cette dernière ligne, ça doit vous faire tilt, parce que c'est une propriété qui est vérifiée par quelque chose que vous connaissez très bien, qui est le déterminant. D'accord ? Donc vous devriez reconnaître une propriété vérifiée par le déterminant, et en effet le déterminant est une application ici délinéaire. Donc si je prends le déterminant, ça va de ED vers K ici, puisqu'il faut travailler en dimension égale à... donc il faut travailler avec des matrices de dimension D fois D, donc il faut que la dimension de l'espace vectoriel en jeu soit la même que le nombre de vecteurs qu'on veut prendre dans notre collection pour calculer le déterminant. Donc le déterminant c'est bien une application qui va être ici délinéaire alternée. Donc ça va être une forme délinéaire alternée. Donc, tout va tourner un peu autour du déterminant, mais la question est de se lancer à faire les calculs, et ce, de manière propre. Je ne vais pas m'avancer davantage, juste que, voilà, comme je vous l'ai dit, cet exemple est important à avoir en tête pour la suite de cet exercice. Je vous invite donc maintenant à faire une petite pause pour vous y essayer, pour essayer de résoudre cet exercice, avant que je ne vous en propose une résolution. Ok, j'espère que vous avez essayé. Est-ce que j'essaie de garder ça? Je vais essayer de garder ça. Je vais essayer de garder la définition juste pour que la voyez. Enfin, je vais la garder suffisamment longtemps pour que vous puissiez voir quelque chose d'intéressant qui va se produire. Ok, alors c'est parti pour une résolution. Je vous rappelle que notre but est de déterminer la dimension de cet espace. En général, déterminer la dimension d'un espace, il faut bien comprendre cet espace pour pouvoir décrire une dimension. Bien comprendre, ça veut dire qu'il faut l'étudier un petit peu. Pour l'étudier, pour pouvoir étudier une n-forme linéaire, c'est bien de se donner une base de l'espace vectoriel. De toute façon,
C'est quelque chose que l'on doit avoir comme réflexe. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais poser une base pour notre espace E. Donc posons E1, ED, une base de, donc je vais l'appeler B, une base de E. Ok. Puis on va se donner des vecteurs. Donc x1, xn. Prenons n vecteurs de l'espace E. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les choses de manière à ce que ça nous rappelle des trucs en lien avec des matrices et des déterminants. Parce que comme je l'ai dit, l'exemple du déterminant que je vous ai donné, c'est quelque chose qu'il va falloir avoir en tête. Donc si vous avez bien suivi le conseil que je vous ai donné, bien, en voulant faire ça, normalement vous pourriez avoir l'idée d'écrire la matrice correspondant à prendre ces vecteurs-là. Alors bon bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour n'importe quel... alors il faut juste que je fasse attention aux indices, mais xj je pense, donc oui c'est ça. Donc pour n'importe quel j entre 1 et n, je vais dire que xj c'est égal à la somme pour i allant de 1 à d de mij ei, pardon. Pourquoi je l'écris comme ça? C'est parce que je veux faire en sorte que chacun des xj correspond à une colonne de la matrice que j'ai sous la main. Donc en fait, la matrice qui se cache derrière, c'est une matrice M, mij, avec comme nombre de lignes D, et comme nombre de colonnes N. D'accord? Donc voilà ce qui se cache derrière. Il y a une question de... voilà, il y a une question là d'une matrice de taille D fois N. Bon, super. Alors maintenant que j'ai fait tout ça, bah, ce qui serait bien, c'est d'essayer de comprendre quelle est l'image par la fonction f qui serait n linéaire alterné, quelle est l'image de cette chose par f, et essayer de le décrire de manière à faire intervenir la base, les éléments de la base, et peut-être faire intervenir des choses qui pourraient être liées au déterminant. Donc tout le but maintenant, c'est de développer le calcul qui sera le suivant. Donc on va se donner soit f une n forme linéaire alternée. Alors f de x1, xn, bah, la première chose que je vais faire, c'est que je vais utiliser la linéarité selon chacune des variables. Linéarité selon chacune des variables, bah, ça veut dire que bon, bah, je vais faire sortir les sommes, je vais faire sortir les multiplications par les constantes. Alors pour faire ça proprement et de façon à ce que vous voyez bien ce qui se passe, je vais d'abord faire cette petite étape. C'est la même chose que faire la somme I1 allant de 1 à D, donc de M, alors il faut faire juste un poil, attention, M, I1, 1, E1. Est-ce que c'est... Non, M, ici c'est EI, pardon. EI1 donc. Etc. jusqu'à ici somme IN allant de 1 à D. Donc des M, I, N, N, E, I, N. Voilà, je me retrouve avec cette chose-là. Toutes les sommes vont sortir. Je peux tous les écrire en une seule notation, un seul sigma, pour simplifier vraiment l'écriture. Et on se rend compte qu'en fait, il suffit de choisir une valeur entre 1 et d pour le premier, une valeur entre 1 et d pour le deuxième, et ainsi de suite jusqu'au nème. Autrement dit, il faut que je prenne des uplets de valeurs, donc I1 jusqu'à IN. Donc des n uplets de valeurs compris entre 1 et d. Ensuite, bah, je vais me retrouver avec la fonction évaluée, d'abord la fonction évaluée en EI1, EIN, hein, si je sors, un peu comme si je pressais le jus d'un fruit, hein, d'accord? Donc je presse un maximum la fonction f et je me retrouve avec cette chose-là pour un uplet donné. Et puis qu'est-ce qu'il va y avoir devant comme coefficient? Bah, exactement la multiplication de tous les coefficients qu'il y a devant chacun des EI1 jusqu'à EIN. Autrement dit, je me retrouve avec MI1, 1 fois fois MIN, N. Donc je me retrouve avec cette chose-là, qui fait peut-être un peu peur sur le moment. Mais il y a tout de suite quelque chose qu'il faut remarquer grâce à la propriété d'alternance. En effet, si N est malheureusement plus grand que D, bah si N est plus grand que D, par le principe des tiroirs à des chaussettes, principe dont j'ai parlé peut-être il n'y a pas très longtemps que ça, mais par le principe des tiroirs des chaussettes, il y a au moins deux indices ici qui doivent être égaux. Et s'il y a au moins deux indices qui doivent être égaux, ça va impliquer
pour chacun des uplets que la fonction qui est ici, évaluée en EI1 jusqu'à EIN, ça fait 0. Voilà. Donc c'est quand même sympa d'avoir ce genre de petite propriété là. Donc je vais le faire tout de suite. Donc si n est plus grand que d, pour tout, par le principe, je vais d'abord dire ça, par le principe des tiroirs et des chaussettes. Ça a vraiment ce nom-là, hein, je tiens à le redire, hein, pour ceux à qui je n'ai pas dit ça ou qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. Le nom de ce principe, hein, de ce théorème, je sais pas quoi, c'est vraiment le théorème des tiroirs et des chaussettes. C'est vraiment un petit truc combinatoire très intéressant. Chez les Anglais, on appelle ça plutôt le principe des pigeons et des maisons. Bon voilà. L'idée étant la même, si vous avez plus de chaussettes que de tiroirs et que vous rangez les chaussettes dans les tiroirs, il va y avoir au moins 2 chaussettes dans le même tiroir. Donc là, c'est exactement ce qui se produit. Donc par le principe des tiroirs et des chaussettes, pour tout uplet I1, IN, il existe 2 indices, K et J, disons, donc K différent de J, tel que, eh bien on va avoir IK qui doit être égal à IJ. Alors, je vais peut-être écrire ici, IK égale IJ. Or, par alternance de F, par alternance de F, alors là je vais écrire un petit quelque chose. Vous aviez cette propriété là, on peut le faire dans le cas où on a une transposition. Donc si j'ai F x1, xk, xj, xn, alors si ça ne me dérange pas de supposer que k soit plus petit que n, strictement, c'est pas un problème, il suffit d'échanger le rôle de k et de j, que k soit plus petit que j, pardon. Ça ne me dérange pas, hein, je peux très bien échanger le rôle de k et j de façon à ce que ceci soit vérifié. Donc si je fais ça, bah, je sais que c'est la même chose que moins f de x1, xj d'abord, xk ensuite, xn. D'accord? Donc là, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que c'est que cette propriété? Bah, c'est la même que l'alternance, sauf que vous remplacez sigma par la transposition qui échange le rôle de k et de j. D'accord? Donc en fait, il faut prendre... Donc ici, c'est l'alternance avec sigma qui est égal à la transposition qui échange k et j. Donc si on échange k et j, on obtient cette propriété-là. Or, bah, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que les indices sont les mêmes, donc ça veut dire que les vecteurs xk et xj sont les mêmes ici. Ainsi, xk égale xj implique que f de x1, xk, xj, xn égale 0. Du coup, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? Grâce à ça, bah, ce qu'on vient de démontrer, c'est que si n est plus grand que d strictement, alors chacun des f qui apparaissent ici sont nuls. Donc ça veut dire que la fonction ici est nulle, peu importe la collection de vecteurs que vous prenez. Donc, dans ce cas-là, hein, toujours, si n est plus grand que d, eh bien on en arrive au fait que f de x1, xn égale 0 pour tout x1, xn dans en, ce qui veut dire que f est nul, et ce qui veut dire donc que la dimension des formes, donc de l'espace des n formes linéaires alternées sur l'espace E, et bien c'est de dimension nulle. Vous voyez, c'est vraiment direct, j'ai envie de dire, comme propriété, c'est quand même assez cool. Alors je vais peut-être essayer un autre feutre, parce que j'ai peur que mon feutre bleu meure un peu. Bref, donc voilà ce qu'on obtient si n est plus grand que d strictement. Donc bon, je vais peut-être me permettre de mettre ce résultat là à part. Si n est plus grand que d strictement, on a bien dimension de an de e qui est égale à 0.
Je vais regarder. C'est peut-être pas super le vert. Je vais peut-être essayer un autre feutre. Je sais pas si ce noir fonctionne bien. Ouais, bon, apparemment ça a l'air de fonctionner, on va essayer. Ok, donc j'ai ça, très bien. Alors maintenant, il faut que j'avance, puisque là j'ai traité un cas de figure finalement assez simple, le cas où n est plus grand que d strictement. Je vais maintenant m'avancer ou avancer dans le cas où n est plus petit que d. Je vais effacer tout ce que je viens d'écrire là, pour pouvoir continuer avec le cas n plus petit ou égal à d. Maintenant, supposons n inférieur ou égal à d. Ouais, ça a l'air d'être mieux quand même. Donc si n est inférieur ou égal à d, qu'est-ce qui se produit? Alors, ce qu'on a compris, c'est que là, dans nos évaluations de f, ici, ce qui va se produire, c'est qu'on a 0 à chaque fois qu'on va avoir deux indices ici qui sont égales. Donc déjà, il faut se débarrasser de tous les cas de figure où les indices sont égales. Bon, je vais faire tout de suite ça. Donc j'en déduis que f de x1, xn, c'est égal à la somme donc des uplets i1, in dans 1D, donc des n uplets là-dedans, avec la propriété que ik est différent de ij pour tout kj dans un m. C'est un peu moche comme indice, hein, mais c'est juste pour bien faire comprendre ce qui se passe là. Donc des m i1 fois blablabla fois m i n n f de ei1 ein. Ok, et là on commence à voir ou à entrevoir quelque chose d'intéressant. Je sais pas si vous le voyez, mais en fait, prendre ce type de uplet sous-entend d'une certaine manière qu'on est en train de prendre des parties d'un ensemble à d éléments dans un ensemble à... Donc on prend des parties, à d éléments, à n éléments, je vais y arriver. Donc des parties à n éléments dans un ensemble à d éléments. Ok ? Parce que là, on est exactement en train de prendre des uplets où tous sont distincts 2 à 2. La seule chose qui ne me permet pas encore de passer au cas des parties d'un ensemble, c'est que ici, les éléments du uplet ne sont pas forcément dans l'ordre. Et s'ils ne sont pas dans l'ordre, a priori, il y a un petit souci parce que là, apparemment, on prend... ce que je veux faire comprendre, c'est que là, par rapport à mon indiciage, on prend en compte l'ordre d'apparition des indices. Et j'aimerais ne plus m'en soucier. Et pour ne plus m'en soucier, je vais à nouveau utiliser l'alternance. Donc qu'est-ce que je vais faire exactement? C'est que si j'ai un uplet qui apparaît, si je dis qu'il y a par exemple 1, 2, 3 qui apparaît, eh bien je vais prendre toutes ces permutations. Ok, je vais prendre toutes les permutations, puis écrire le coefficient correspondant à la permutation associée. Donc si par exemple j'avais 3, 1, 2, ok, je vais écrire le résultat. Donc là j'ai le coefficient ici qui serait peut-être, là ici serait M11, M22, M33. Là ici normalement je devrais écrire que j'ai M31, M12 et puis M23. C'est ça que je dois écrire. Donc on voit qu'il y a une question de permutation qui intervient. La permutation étant exactement la permutation que j'ai écrite ici, qui est le cycle 1, 2, 3 finalement. Est-ce que c'est ça? Non, c'est le cycle, 1, 3, 2. Voilà. Donc c'est le cycle 1, 3, 2 que j'ai là. Et donc, voilà, vous aurez compris, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout écrire en ordonnant les éléments du uplet du plus petit au plus grand. Donc si je fais ça, donc si vous avez bien compris là ce que je viens d'expliquer avec mon exemple 1, 2, 3 là, eh bien je vais pouvoir écrire la somme pour 1 inférieur ou égal à I1 inférieur strict à I2 inférieur strict, etc. inférieur strict à IN inférieur ou égal à D. Je vais pouvoir écrire encore une fois EI1, EIN. Puis maintenant la question c'est qu'est-ce que j'ai ici? Ce que j'ai ici, ça va être une somme de tous ces coefficients là que je peux obtenir avec les mêmes indices I1, IN pour tous les uplets que j'obtiendrai, mais tous les uplets que je peux obtenir, je les obtiens en utilisant toutes les permutations que j'ai de mes indices I1 jusqu'à IN. C'est-à-dire, j'ai une somme pour sigma permutation de Sn, donc
la signature de sigma qui doit apparaître à cause de l'alternance de ma fonction f. Et puis je vais avoir le produit, donc le même type de produit qu'ici, sauf que je vais l'écrire juste de manière compressée. J'ai m i sigma j, j allant de 1 à n. Donc voilà ce que j'obtiens. Maintenant que j'ai pressé au maximum le jus, si vous voulez, d'une certaine manière, j'obtiens ce résultat-là. Ok. Et là, si vous regardez de plus près cette somme, je vous l'ai dit déjà depuis le début, si vous avez vraiment cette idée qu'il y a une question de déterminant, là vous reconnaissez quelque chose qui ressemble beaucoup à la formule du déterminant. En effet, si je prends le cas particulier où n égale d, le produit que je viens d'écrire ici, c'est en fait le calcul du déterminant de la matrice. Alors oui, vous pouvez peut-être me râler dessus sur le fait que le sigma n'est peut-être pas placé au bon endroit, mais c'est pas un problème du tout que je le place d'un endroit ou à un autre, ça marche aussi, puisque ça fait partie des exercices classiques, montrer que le déterminant d'une matrice est égal au déterminant de sa transposée. Donc il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Et c'est donc ainsi que je vais donner là une notation pour cette chose, parce que cette chose-là, c'est bien une n-forme linéaire alternée, c'est-à-dire que si je prends x1, xn et que j'associe ce truc-là, c'est une n-forme linéaire alternée. Je vais jouer de ça et je vais donner une notation à tout ça. Alors là, j'ai plus besoin de cette question de n-forme linéaire, de cette définition. Je pense avoir utilisé au maximum cette notion, et je vous affirme que je n'en ai plus besoin maintenant. Ce que je vais faire, c'est juste que je vais poser un ensemble de fonctions en voyant que j'ai fait intervenir du déterminant. Donc je vais poser pour toute partie, donc pour toute partie I1 plus petit ou égal, enfin plus petit strict jusqu'à IN. Donc ça va être des parties, je vais donner une notation partie à n éléments de l'ensemble 1D. Posons, et on va noter G indice grand I de x1, xn comme étant... Alors je vous rappelle que les x1, xn s'écrivent en fonction des m et j, donc je peux écrire la définition de cette chose-là par rapport à la base que j'ai posée. Alors vous remarquerez que ce que j'ai fait comme affaire dépend de la base. C'est pas très grave là-dessus, parce que l'idée c'est que je vais donner une base de AN de E qui va dépendre de la base de E que je choisis. Mais c'est pas très grave pour le résultat final, puisque le but du jeu est de décrire une base pour AN de E. D'accord ? Donc c'est pas très grave si cette base dépend de la base de départ. Et de toute façon, c'est des choses qui peuvent arriver assez souvent quand on travaille avec des formes linéaires et tout ça. C'est pas gênant du tout. Bref. Donc j'ai ça, et ça je veux écrire que c'est la même chose donc que la formule là-bas. Donc je vais faire somme, sigma dans Sn. Je vais écrire Sn gothique. Donc de epsilon sigma fois le produit pour j allant de 1 à n des mi sigma j, Et voilà donc cette petite définition. Alors maintenant ce que j'affirme, c'est que cette fonction gj, c'est une fonction qui est n alternée, qui est une n-forme linéaire alternée. Donc on a, et je vais juste dire à l'oral pourquoi, on a gi qui est une n-forme linéaire. J'ai mal fait mon A. Donc qui est une n-forme linéaire alternée sur E. Alors pourquoi ? C'est parce que cette formule-là correspond, comme je l'ai dit, à un calcul de déterminant. Et en fait, le calcul de déterminant que vous faites, c'est exactement prendre une matrice de taille n fois n dans la matrice de taille d fois n. Et pour avoir cette matrice de taille n fois n là-dedans, d étant plus grand que n, l'idée ici c'est de prendre n lignes parmi les d lignes que vous avez pour définir vos vecteurs. Vous prenez n lignes, vous prenez toutes les colonnes, parce qu'il y a n colonnes, vous prenez toutes les colonnes, vous prenez n lignes parmi les d lignes que vous avez, ça vous donne un mineur, et vous calculez le déterminant de ce mineur. Voilà, c'est exactement la formule qui est écrite ici. Donc comme c'est un calcul de déterminant, automatiquement, c'est une n-forme linéaire, patati patata, c'est le cours qui vous le dit, c'est vraiment gratuit. Et donc, de plus, qu'est-ce qu'on vient de démontrer ? On vient de démontrer qu'en fait, f est une combinaison linéaire des GI. Donc c'est ce que je vais écrire maintenant. De plus,
on a écrit en fait que f de x1, xn, si vous voulez, s'écrit somme sur toutes les parties de 1D. Donc je peux changer maintenant l'écriture du uplet ici en une partie de 1D à n éléments. Donc j'ai i, un élément qui est une partie à n éléments d'un ensemble à d éléments. D'une constante alpha i, ici ce qui jouerait le rôle de la constante alpha i, c'est l'évaluation de f en la base, hein, donc c'est-à-dire ei1 jusqu'à ein, fois gi de x1, xn, qui est exactement ici. Donc qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer que les gi forment une famille génératrice de an de e. Ainsi, les gi forment une famille génératrice, je vais juste écrire génératrice, de an de e. Bon, alors apparemment ça a l'air d'être un bon candidat, CGI, ça a l'air d'être un super candidat. On a une famille génératrice. Maintenant, si on veut s'assurer que ce soit vraiment un très bon candidat, il faut s'assurer que cette famille-là forme une famille libre, linéairement indépendante. Et c'est pas très dur de s'en rendre compte. Alors là, je peux me permettre d'effacer parce que je suis arrivé un peu à la fin de mon raisonnement et de la résolution, qui plus est. Donc, montrons que la famille des GI est libre. Alors, pour montrer ça, on fait le truc habituel. Je vais écrire la somme des alpha i GI, toujours i partie à n éléments dans un ensemble à d éléments. Je vais demander à ce que ce truc-là soit égal à 0. Il faut montrer que toutes les constantes valent 0. Et bien, si je prends donc, pour j une autre partie, j1, jm, donc une autre partie à n éléments dans l'ensemble 1D, et si je m'amuse à évaluer cette chose qu'on peut appeler peut-être phi juste pour l'instant, si je calcule phi de EJ1, EJN, si je calcule cette chose-là, on se rend compte que si malencontreusement je prends un ensemble I qui est différent de J, ce qui va se passer, ça veut dire qu'il y a au moins un vecteur, là, parce que là je viens de prendre EJ jusqu'à EJN, enfin je viens de prendre EJ1 jusqu'à EJN. Si je prends un des vecteurs qui ne correspond pas à un des vecteurs non nuls dans l'affaire, hein, dans notre famille, donc c'est-à-dire que c'est un des vecteurs qui n'apparaît pas dans mon calcul, eh bien le GI en question va être nul. Donc ça veut dire que le seul terme qui va survivre, c'est le terme en J. Donc EI1 jusqu'à EIN. D'accord, c'est le seul terme qui va survivre parce que les autres termes dans lesquels je vais avoir du EJ, alors j'ai mis 1I mais c'est J. Donc les autres termes, il y a forcément, dans mon choix de vecteur que j'ai effectué, il y a forcément une ligne qui va être nulle. D'une certaine manière, c'est ça qu'il faut comprendre. Il va y avoir forcément une ligne qui va être nulle, ce qui signifie que tous les GI calculés pour les autres EJ, ça va donner 0. D'accord? Puisque ça veut dire qu'on n'a pas pris le 1 là où il se trouvait. Si vous voulez imaginer, vous écrivez une matrice. En gros, c'est un peu ça. Hein. Je vais faire un exemple pour être assez bien explicite. Mais si je prends une matrice par exemple 3 x 4 et que je vous dis, ok, je vais faire E1, je vais faire E3, et puis disons E4. Donc là je vais faire comme ça. Alors E4 peut-être. Voilà. C'est juste pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Hein. Donc si je prends par exemple cette matrice-là, qui serait ma matrice en disant le premier vecteur c'est E1, le deuxième c'est E3, le troisième c'est E4, ok, vous voyez que si malencontreusement vous prenez un ensemble qui ne marche pas, donc si vous prenez par exemple l'ensemble 1, 2, 4, ça veut dire que vous allez calculer le déterminant de la matrice 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, et ça, le déterminant, ça donne 0, parce que vous avez une ligne de 0. C'est exactement ce que j'essaie d'expliquer ici dans le cadre général, c'est que si vous avez pris les mauvaises lignes, donc si vous prenez les lignes, en fait essentiellement la seule partie à n éléments que vous pouvez choisir
qui donnera quelque chose de non nul, c'est exactement la partie J, parce que si vous prenez une autre partie, vous allez forcément vous retrouver avec une ligne de 0. Voilà une façon assez jolie, ou assez, enfin j'espère que c'est assez clair pour vous, de faire comprendre pourquoi les autres GI donneront 0 si ça ne correspond pas au vecteur que j'ai là. D'accord ? J'espère qu'avec cet exemple, vous voyez bien ce qui se passe, ce que je veux dire. Donc j'ai ça, très bien. Et en particulier, prendre ça, c'est exactement calculer le déterminant, parce que je vous rappelle que c'était un calcul de déterminant, hein, mon GJ de vecteur, là, c'est un calcul de déterminant. Si c'est un calcul de déterminant, là, ici, le déterminant que je suis en train de calculer, c'est en fait le déterminant de l'identité. Puisque là, EJ1 pile par rapport à I1, donc ça veut dire que je vais avoir 1 en premier, puis 0 ailleurs, pour la première colonne. La deuxième colonne, ça va être 0, 1, et puis que des 0 après, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière colonne, qui sera juste 0 et 1 au tout dernier. Donc finalement, ce truc-là, c'est exactement calculer le déterminant. Ça, en fait, c'est exactement calculer le déterminant de la matrice identité. Et donc, on se retrouve avec alpha j. Or, on a supposé que ce truc-là vaut 0, donc ça veut dire que alpha j vaut 0. Voilà, et là, je vais te démontrer que pour n'importe quelle partie à n éléments dans un ensemble, à d éléments, on obtient 0 pour chacun des coefficients. Donc ça veut dire que tous les coefficients sont nuls. Et donc, ça veut dire que la famille est libre. On a gagné. Donc, LGI forme une famille libre. Ce qui signifie donc libre plus génératrice base. Et si c'est une base, ça y est, on a gagné. On a la dimension de AN de E. Et la dimension de AN de E, donc dimension AN de E, eh bien ça va être exactement le nombre de parties à n éléments qu'on peut avoir dans un ensemble à d éléments, c'est-à-dire n parmi d. C'est le coefficient binomial n parmi d. C'est joli comme résultat, quoi. Une façon de faire intervenir l'ensemble, le nombre coefficient binomial n parmi d. Bon, alors juste quelques petites remarques. Si je prends n égale 1, c'est un cas particulier. Si je prends n égale 1, là j'ai plus besoin de la question d'alternance. C'est juste, je suis en train de regarder des formes linéaires sur E, et la dimension des formes linéaires, de l'espace des formes linéaires sur E, qui correspond au dual de E, pour le terme technique, c'est la même dimension que l'espace E, c'est D. 1 parmi D, ça fait D. Okay, donc, et ça colle exactement avec les résultats de cours que vous avez peut-être déjà pu entendre. Voilà, donc si E est de dimension D, l'espace dual est également de dimension D. Donc ça, voilà, on peut le retrouver. Un autre truc et là c'est aussi très intéressant, c'est si je prends n égale D. Si je prends n égale D, vous voyez que D parmi D, ça me donne 1. C'est-à-dire que la dimension des D formes linéaires alternées sur un espace vectoriel de dimension D, c'est égal à 1. Autrement dit, vous avez à scalaire près une seule n forme linéaire sur D forme linéaire sur un espace vectoriel de dimension D, et cette seule n forme linéaire D forme linéaire sur cet espace vectoriel de dimension D, c'est la forme linéaire que vous connaissez bien, c'est le déterminant. Donc en fait, ça veut dire quoi en particulier? Ça veut dire que les D formes linéaires, donc si je veux l'écrire, c'est en particulier, mais si je veux l'écrire bien proprement, je suis en train de dire que les D formes linéaires d'un espace vectoriel de dimension D sont tous collinéaires au déterminant. C'est quand même joli comme résultat ça aussi, de dire qu'en fait, il y a quasiment, on peut dire ça comme ça, il n'y a que le déterminant qui est une n-forme, donc parmi tous les D formes linéaires d'un espace vectoriel de dimension D, on n'a que le déterminant qui peut avoir la propriété, je sais pas, par exemple, que sur une base donnée, ça donne 1. Ça peut être une propriété qui permet de préciser que le déterminant qu'on est en train de regarder, c'est telle valeur, et pas autre chose. Par exemple, je dis bien par exemple, c'est pas forcément le seul exemple, mais voilà. Donc c'est quand même, je trouve ça assez joli d'avoir ces petites conséquences par rapport à ce résultat-là, une façon de voir le coefficient binomial encore autrement. Puis voilà, je pense que, j'espère que ça vous a plu, cette résolution d'exercice, et même l'exercice en général. Je trouve que c'était quand même un exercice assez intéressant à vous proposer. Donc comme d'habitude, je vous invite à vous abonner déjà, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens qui suivent la chaîne, mais peut-être ne s'abonnent pas, alors je me permets de
de vous le dire, de vous abonner, ça peut être toujours sympa et ça peut également me permettre de voir aussi combien de personnes sont intéressées vraiment par la chaîne. J'ai vu que tout récemment nous avons passé les 1500 abonnés, donc c'est une super nouvelle. Je suis très content et je vous remercie beaucoup pour l'intérêt que vous portez à la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Et ça donne encore une fois une motivation supplémentaire pour continuer. Donc comme d'habitude maintenant, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez d'autres camarades qui peuvent être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne en général. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos retours. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien, à très bientôt. Salut à tous!